Et c'est l'heure de l'interview d'Europe 1. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien alors que vous vous apprêtez à vous rendre à la Sorbonne pour l'hommage national qui sera rendu tout à l'heure à Samuel Paty. Le 16 novembre 2015, vous étiez déjà à la Sorbonne pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Ce lieu symbolique de la Sorbonne, donc plutôt que les Invalides, c'est le bon choix selon vous pour un tel hommage ? Oui, c'est bien sûr le bon choix, notamment pour un enseignant, pour un professeur, pour celui qui transmettait des savoirs, des connaissances, des valeurs, cet apprentissage indispensable de la liberté. Et la Sorbonne, l'université sont des lieux de savoir qui honorent la mémoire de Samuel Paty, de l'école et du travail extraordinaire que font les enseignants dans notre République. Manuel Valls, quel ton doit employer Emmanuel Macron qui va prononcer un discours ce soir et quel message doit-il faire passer ? Ce soir, c'est un moment de rassemblement, d'unité autour de la mémoire de cet enseignant sauvagement assassiné. C'est un moment pour se retrouver à travers tous les Français qui, grâce à vous, nous suivront. Je ne doute pas qu'il utilisera les mots indispensables. C'est en présence de la famille, c'est devant le cercueil de la victime, devant les plus hautes autorités du pays, mais il y aura aussi des collégiens, des jeunes qui symbolisent également cette jeunesse. Et il faut penser bien sûr à tous ces gamins qui vivent cette époque ô combien compliquée et troublée. Donc j'imagine que le président de la République, j'ai pas de conseil à lui donner, trouvera les mots justes, la compassion indispensable et tout ce qui doit nous permettre de nous rassembler autour des valeurs de la République. Manuel Valls, on vous a entendu dire votre horreur, votre émotion après la mort de Samuel Paty et la nécessité d'un sursaut puissant et démocratique pour éradiquer l'islamisme radical. Comment s'y prendre ? Vous savez mieux que personne, en tant qu'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, que c'est un problème qui n'est pas récent et qui ne va pas se régler avec un coup de baguette magique. Il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de faire, mais que la loi n'autorise pas forcément. Comment aujourd'hui lutter contre l'islamisme radical ? Vous avez raison, je me mets à la place des Français qui vivent avec nous ces horreurs et qui voient ces rassemblements, ces mots, ces discours, la nécessité bien sûr de lutter. Il faut dire la vérité aux Français, ça sera long. C'est une guerre profonde, il s'agit d'éradiquer, comme vous venez de le dire, l'islamisme. Il y a plusieurs de milliers de personnes qui se sont radicalisées. C'est une idéologie de haine qui court sur les réseaux sociaux, donc c'est un des premiers défis qui nous vient aussi de pays étrangers, qui est ancré désormais dans notre pays. Moi, j'ai le sentiment, malheureusement depuis vendredi, malheureusement depuis cet acte atroce, qu'il y a un réveil des consciences et surtout une volonté très forte de l'exécutif que nous devons soutenir, d'agir par tous les moyens. Et s'il faut changer aussi la Constitution et la loi pour être plus efficaces, nous l'avons déjà fait pour ce qui concerne la loi, il ne faudra pas hésiter. Mais il faut vraiment démontrer par les faits et pas par les discours, cette volonté d'éradiquer l'islamisme partout dans la société, à l'école, dans les quartiers, dans les rues, dans les associations. Est-ce que le projet de loi sur les séparatismes permettra de lever certains freins ? Ça peut être son utilité. Je ne connais pas tous les éléments qu'il y a dans ce texte, mais en tout cas, c'est le support nécessaire au-delà de tout ce qui existe et d'une bonne utilisation de ce qui existe déjà dans notre droit. Mais on voit bien que pour l'interdiction d'un certain nombre d'associations, pour l'expulsion d'un certain nombre de personnes, il faut peut-être en effet, toujours dans le respect de l'état de droit et de nos libertés fondamentales, aller plus loin. Et ce texte peut être le support de nouvelles propositions. Et j'insiste et j'espère pas que c'est un vœu pieux, que cela se fasse dans le rassemblement et dans l'unité. Le terrorisme veut nous diviser, il faut que les responsables politiques, c'est ce que les Français demandent, soient capables de s'unir, de se rassembler. Et s'il faut changer, par exemple, on verra sur quel type de texte et d'article, mais s'il faut changer notre texte fondamental, nous avons besoin toujours d'un accord entre l'Assemblée et le Sénat dans notre pays. Évidemment. Alors il y a eu déjà des premières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment la dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine et sans doute bientôt de l'ONG islamique Baraka City. Ça vous a convaincu, ces premières mesures ?
Oui, je crois que c'est de bonnes choses. Je connais malheureusement bien ces organisations, qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, avaient pignon sur rue dans mon ancienne circonscription d'Evry-Corbeil. Le grand adversaire, c'est l'islamisme politique. Et derrière, c'est bien sûr le salafisme, mais ce sont surtout les frères musulmans qui ont une certaine vision de la conquête politique dans la jeunesse, dans les quartiers qui reçoivent des financements très importants de l'étranger. Ils ont aujourd'hui une référence, ne l'oublions pas. C'est pas la seule, mais c'est le président turc, Erdogan. Donc c'est pour ça que c'est une bataille sur multiples fronts et qui n'est pas facile. Mais par exemple, l'interdiction du CCIF me paraît être une mesure compliquée, je le sais, d'un point de vue juridique, mais qui me paraît, cela a été déjà dit, indispensable. On se souvient de vos désaccords avec Emmanuel Macron, qui disait en 2015, après les attentats, que la France avait une part de responsabilité dans le terreau propice au djihadisme. Votre réponse à l'époque avait été cinglante. Expliquer, c'est déjà excusé, aviez-vous dit. Emmanuel Macron, ça y est, maintenant, s'est rangé à votre vision ? Bon, vous savez, les débats du passé, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'importance, mais en tout cas, il est le chef de l'État, il est le président de la République, et il est confronté à ce défi considérable. Au mois de janvier 2015, quelques jours après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher et de Montrouge, j'avais dit à des jeunes que c'était l'affaire d'une génération. Ce qui me paraît important, c'est que le président de la République, le gouvernement, mais au fond, au-delà des mesures, des lois, des réformes nécessaires, toute la société, on voit bien à l'école, on prenne conscience du danger. La bataille centrale à l'école est tout à fait fondamentale, parce que quand vous voyez des jeunes, déjà sur les thèses complotistes, mais notamment sur ces sujets-là liés à l'islam, qui contestent, parce que c'est aussi le message que font passer les parents, un certain nombre de savoirs fondamentaux, et même la liberté de penser, on voit bien tout le travail qui nous reste à faire. Donc oui, je pense que cette prise de conscience est là, et c'est pour ça aussi que j'interviens, parce que je pense que ma voix, comme celle d'autres, est là pour marquer cette nécessaire unité et surtout la détermination, parce qu'il en va tout simplement de nos valeurs fondamentales. Manuel Valls, le président de l'Observatoire de la laïcité, est aujourd'hui sur la sellette. Matignon l'a confirmé. Vous-même, vous n'avez jamais été tendre avec Jean-Louis Bianco. Vous lui reprochez de ne pas défendre assez les valeurs de la laïcité, de ne pas être assez combatif face à l'islamisme. Observer, c'est bien. Agir, c'est mieux. Oui, mais parce que, je l'avais déjà dit, il y a une part de la gauche, je veux pas tout confondre, mais il y a une part de la gauche qui n'a pas été au rendez-vous, qui a fait preuve de lâcheté, de compromission. Et puis il y a ceux qui ne se sont pas suffisamment battus pour la laïcité. La laïcité, c'est une valeur, c'est ce qui fonde la République. C'est pas seulement la séparation de l'État et des églises, ou de l'État avec des églises, c'est quelque chose de plus profond, c'est une manière de vivre, c'est notre culture. Et l'Observatoire de la laïcité, en tout cas ceux qui le dirigeaient, n'étaient pas au rendez-vous. J'aurais souhaité déjà des changements en 2015-2016, ça n'a pas été possible. Il est temps que ça arrive, surtout dans ce moment-là. On voit bien que c'est un combat pas seulement juridique, c'est un combat intellectuel, c'est un combat politique, c'est un combat de civilisation. Donc il faut que tous les instruments de l'État, de la société française, dans la nécessaire écoute, en prenant évidemment toujours conseil auprès de tous ceux qui réfléchissent sur ces questions-là. Il peut y avoir une union nationale là-dessus, Manuel Valls ? Oui, mais l'union nationale, je pense qu'elle est nécessaire toujours face au terrorisme, mais toujours sur des bases claires. La désignation de l'ennemi, l'islamisme, l'islam politique, en étant très clair. Je reprends la formule de mon ami Richard Malka. On ne peut pas être à la fois Obono, la députée de la France insoumise, et Charlie Hebdo. Richard on peut Malka, pas être à la fois Charlie. Oui, on peut pas être à la fois Charlie Hebdo et Louis Plenel. Il y a des éléments dans le débat qui me paraissent clairs. Comme je l'ai souvent dit, il y a aussi des collusions, une complicité entre l'extrême gauche, l'islamisme et l'extrême droite. On le sait bien, notamment à travers, par exemple, cette organisation dite Cheikh Yassine. Merci beaucoup en tout cas Manuel Valls de nous avoir accordé cet entretien avant de vous rendre à l'hommage national à la Sorbonne. Hommage qui débute d'ici 3 quarts d'heure et que l'on va vivre en direct dans notre édition spéciale sur Europe 1.